Au menu du sport ce vendredi, bien sûr, la Coupe du Monde Russie 2018 avec l'élimination des 5 représentants du continent africain, Égypte, Tunisie, Maroc, Nigeria, Sénégal. Sans exception, ces 5 pays ont quitté ce mondial dès le premier tour. C'est une première depuis au moins plusieurs années. Nous en parlons avec Hervé Pisa, consultant sportif. Bonsoir Hervé Pisa. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année pour les pays africains? Oh ben, il faut dire que je pense que avant cette Coupe du Monde, nous avons un peu discuté sur les pays qualifiés. Nous nous sommes demandé si c'était les meilleurs du moment. Et j'ai dit que le football, c'est pas mathématique, comme on a l'habitude de le dire, 1 plus 1 ne font pas forcément 2. Donc, pour moi, les 5 représentants de l'Afrique n'étaient pas les meilleurs. Est-ce que vous voyez? Et puis, quand je prends les équipes individuellement, je pense que nous avons eu 2 grosses déceptions. 2 grosses déceptions. La première nous vient de l'Égypte. Où je pense que tous les espoirs se sont reposés sur un individu et qui, à la dernière minute, s'est blessé et totalement, l'équipe a reçu un coup et rien n'a avancé. Je vais parler de Mohamed Salah. Et puis, la deuxième grosse déception, c'est la Tunisie. Et il faut rappeler qu'au cours de ces phases allées de poule, c'est l'équipe qui a reçu, la nation qui a encaissé beaucoup plus de buts dans cette compétition. Et donc, c'est les déceptions. Bon, maintenant, quand je prends un peu le Nigeria, c'est vrai que aujourd'hui, ce n'est plus le même Nigeria. Le Nigeria a connu beaucoup de problèmes, que ce soit sur le plan FIFA, CAF. Il y a eu beaucoup de remue-ménage. On a changé les entraîneurs par ici, là. Et puis, vous savez, quand on a un grand pays comme le Nigeria, difficilement, il y a des ratés. Donc, l'administration, même au niveau de la Fédération nigérienne de football, il y a des soucis. Donc, disons-nous clairement qu'on n'a pas pu faire avec les meilleurs du moment. Et bon, l'entraîneur qui est arrivé en dernier moment a dû faire avec les binationaux. Et puis, ça a donné ce résultat. Donc, on ne peut pas quand même trop en vouloir à cette équipe nigériane. Mais quand je vais du côté du Maroc, c'est une délusion. Donc, le Maroc aussi, dans la poule, s'est fait petit. Alors qu'il fallait quand même jouer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru, ils ont eu peur du Portugal et de l'Espagne. Alors qu'il fallait très rapidement, je pense que rentrer dans le jeu. Est-ce que vous voyez? Donc, ils n'ont pas pu résister. Ils ont cloché, excusez-moi le terme, à la première, dès le premier match. Et puis, bon, le reste, c'est qu'ils avaient vraiment peur de ces 2 nations-là. Ça n'a pas joué. C'est vers la fin qu'ils se sont rendus compte que, bon, ils avaient quand même quelque chose à démontrer. Donc, de ce côté-là aussi, pour une nation qui veut préparer vraiment la Coupe du Monde, je pense quand même qu'il y a quand même du chemin à refaire du côté du Maroc. Maintenant, quand je prends le Sénégal, je pense que n'eût été aujourd'hui le nombre de cartons jaunes encaissés par le Sénégal passait. Et bon, déjà, moi je voudrais dire quand même aux Sénégalais, je ne suis pas Sénégalais, de comprendre que le football, c'est depuis la base. Et je pense que c'est la plus jeune équipe. Quand vous prenez les 5 nations qui ont représenté l'Afrique, où vous avez des jeunes, ce football-là, l'UCC a bâti son équipe-là autour des jeunes. Et je me dis que cette équipe-là, nous avons bientôt la CAN 2019, ça va faire un peu mal. Et puis, la Coupe du Monde à venir, si vraiment on a espoir. Donc, ce n'est pas la peine de crier sur l'entraîneur, mais je pense que le Sénégal a une équipe sur laquelle on peut compter pour les autres compétitions à venir. Et bon, donc voilà comment est-ce que je peux mais très tôt, c'était quand même, comme vous l'avez dit, c'est une grande première où toutes les équipes africaines sont laminées dès le premier tour. Et c'est triste. Donc, il y a d'autres sujets. Je pense que nous aurons à revenir là-dessus. Alors, mais quand on prend quand même ces 5 pays, peut-être un peu le Nigeria, l'Égypte qui n'a pas été vraiment à la hauteur. On a vu les matchs des autres équipes. Ils n'étaient pas si mauvais que ça. C'était peut-être des buts
buts encaissés dans les temps additionnels et tout ça. C'est quoi? On n'avait pas vraiment préparé mentalement ces équipes? Bon, vous savez, les préparations, c'est un tout. Donc, vous me permettez maintenant d'aller un peu dans le vif du sujet. Oui. Vous savez, ces joueurs africains qui évoluent en Europe, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. C'est eux qui animent la vie du football en Europe. Mais lorsqu'ils viennent ici, c'est que c'est un peu compliqué. Il y a deux choses. La première, c'est quoi? C'est les infrastructures. Je l'ai dit, nous n'avons pas d'infrastructures. La deuxième chose, c'est que ces binationaux et même les non-binationaux qui sont partis jouer en Europe, c'est de quelle manière ils sont partis? Il y a des joueurs qui sont partis à 21 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu le parcours du joueur. Il y a des gens qui n'ont pas fait des centres de formation. Nous manquons terriblement en Afrique aujourd'hui, et plus précisément, ça me fait mal pour mon pays, où nous n'avons pas le football des jeunes, les cadets, les juniors. Et on le dit, hein, une équipe, pour un championnat, vous devez disposer d'une pépinière. Et donc, une nation qui a, on va dire, l'équipe nationale comme épine dorsale, doit avoir une pépinière. Et donc, si vous n'avez pas ces jeunes-là qui compétissent dans ces catégories, et bon, comme on le dit en France, lorsque vous avez une équipe, quand vous prenez le PSG, il a les cadets, il a les minimes. Et donc, à un âge donné, le joueur signe ce qu'on appelle le contrat pro. Et il est disposé pour jouer peut-être pour l'équipe, pour remplacer certains cadres, ou pour aller jouer ailleurs, le haut niveau. Et maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? Quand bien même ces binationaux font la fierté de l'équipe du football européen, tous ne jouent pas au même niveau. Tous ne jouent pas au même niveau. Quand vous prenez l'équipe belge, vous avez 10 joueurs dans l'équipe de la Belgique qui jouent dans la première ligue en Angleterre. Et donc, vous voyez, donc c'est le top, c'est le niveau. Et donc, pour tout entraîneur qui viendra, c'est que quand l'entraîneur a vraiment un coaching, c'est que ça va être un coaching gagnant. Par contre, vous prenez un Sadio Mané au Sénégal qui joue à Liverpool, c'est le haut niveau. Et vous prenez Keita Baldé qui joue, comment l'appelle-t-on, en France, à Monaco, et qui revient de blessure. Et puis les autres, c'est des jeunes. Donc ils jouent dans des équipes Strasbourg, par ici, Amiens. Donc ce n'est pas le même niveau. Donc c'est compliqué. Vous voyez, donc, comment l'appelle-t-on, Sadio Mané, dans sa prestation, ça va être difficile pour lui qu'on puisse lui adresser des balles comme le plus haut niveau au niveau de Liverpool. Donc on a ces problèmes-là aussi. Et puis le temps de regroupement. Vous pensez que les gens qui jouent au plus bas niveau, au moyen niveau et au haut niveau, quand ils se retrouvent 2 semaines seules suffisent pour pouvoir préparer et aller affronter ces nations. Vous voyez, donc, en Europe, c'est que, comme je l'ai dit, c'est le passeport du joueur. Ça joue le haut niveau. Donc, vous prenez ces équipes-là, comme j'ai donné l'équipe de la Belgique. Vous avez vraiment tout un panoplie de joueurs. Donc, l'expérience y est. Et donc, bon, ça pécache. Donc, je pense qu'au niveau africain, il faut vraiment réfléchir à tous ces problèmes-là que je viens d'énumérer, surtout les infrastructures, et permettre quand même qu'on ait vraiment le vrai football professionnel. Il ne faut pas qu'on fasse de l'à peu près. Donc, je pense que les gouvernants de chaque nation, chaque ministre, chaque président de fédération, chaque président de ligue, chaque acteur est interpellé si nous voulons vraiment ressembler à cette, comment l'appelle-t-on, à cette Europe-là. C'est-à-dire que nous ayons notre mot à dire. Un jour, il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes. Donc, bon, il ne faut pas que, comme l'a dit un chef d'État, que bon, l'Afrique c'est un pays de merde. Il faut vraiment, c'est-à-dire que moi, ce qui me fait mal, je le répète, c'est l'Afrique qui fait la fierté du football européen. Quand vous regardez la France aujourd'hui, vous avez plus de 14 joueurs africains. Mais ça, la France a le niveau. Pourquoi nous ne pouvons pas l'avoir ici? Donc, la CAF aussi a un travail à faire. De toutes les façons, dans la politique de la CAF, elle veut une meilleure amélioration de l'ordre, mais je pense qu'il y a du chemin à faire. Alors, si on prend par exemple le match du Sénégal, où tout le monde se disait que le Sénégal allait au moins sauver l'honneur, on a vu un Sénégal éliminé sur le fair play. Alors, 6 cartons jaunes contre 4 pour le Japon. Ça veut dire quoi? Que l'équipe joue, mais il y a beaucoup de déchets, on commet trop de fautes? Non, il n'y a pas assez de déchets. Quand l'équipe du Sénégal, je vous ai dit, c'est des jeunes joueurs. Ils manquent d'expérience. Vous savez, la Coupe du Monde, comme comment l'appelle-t-on, la CAN, c'est une rencontre des joueurs de haut niveau. Même l'Europe.
l'Euro qu'on joue. Il faut avoir de l'expérience. Aujourd'hui, Aliou Cissé a bâti, je l'ai dit, c'est des jeunes joueurs. Pour certains, c'est la première fois qu'ils découvrent cette compétition-là. Et la poule dans laquelle ils étaient, moi je dis, je donne un carton vert à cette équipe sénégalaise parce que quoi qu'on dise, mais la Colombie, mais c'est une grande nation de football. La Pologne, c'est une grande nation de football. Le Japon également. Ce n'est pas du tout facile dans la poule là. Ils ont géré. C'est vrai que l'inexpérience a fait qu'ils n'ont pas pu, c'est-à-dire que le premier match où ils ont joué 2-2, ils auraient pu prendre de l'avantage. Mais tout ça là, c'est l'inexpérience aussi qui fait que gérer un match en 90 minutes, c'est compliqué. Est-ce que vous voyez? Et puis, ajouter aux ingrédients dont je viens de vous donner, par rapport au niveau des joueurs, tout ça, là, ça joue. Et puis, bon, les entraîneurs aussi qui viennent par ici, là. Et on accuse aussi un peu l'entraîneur du Sénégal, par exemple, contre la Pologne. Il avait fait un 4-4-2 qui avait marché, qui a permis au Sénégal de gagner 2-1. Mais contre le Japon, il a voulu changer de tactique. Il a fait un 4-3-3 qui les joueurs ne se sont pas vraiment retrouvés. Mais non, est-ce qu'on va dire que les joueurs ne sont pas véritablement retrouvés? Est-ce que ce n'est pas un schéma est-ce que c'est la première fois qu'ils présentent ce schéma? Ça veut dire que dans les préparatifs, est-ce qu'ils n'ont jamais joué ça? Parce qu'avant d'aller sur le terrain, c'est que l'entraîneur ne doit pas qu'avoir qu'un plan A. Il doit avoir un plan A, B, C, même voire D. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, je pense que des fois, oui, le système tactique, on peut le critiquer. Surtout que quand vous avez un système tactique et vous voyez que les forces de l'autre essaient de vous dominer, vous changez de tactique. Là, on peut incriminer les entraîneurs. Mais moi, je dis que c'est vrai que la défense, même la dernière fois face à la Colombie, ça pouvait être un match nul pour que le Sénégal. Mais c'est l'inexpérience. Vous avez vu au dernier moment les défenseurs qui tenaient les poteaux par ici, là, ça sentait la fatigue et tout. Donc, c'est l'inexpérience. Comment est-ce qu'il faut gérer? Vous avez vu la Colombie. Vous avez vu, comment l'appelle-t-on, la prestation de la Colombie face à la Pologne. C'était 100 à l'heure. 100 à l'heure. Donc, la récupération a été difficile. Mais qu'est-ce que la Colombie a fait? Elle a su que le Sénégal, c'est une équipe très jeune. Il y a des joueurs parmi qui sont talentueux, qui vont très vite, mais qui n'ont pas d'expérience. Mais comment est-ce qu'il faut jouer? Il faut jouer prudemment. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il lisait aussi le match Pologne-Japon. Donc, c'est ce que la Colombie a fait. Et puis, bon, son expérience a triomphé. Bon, elle s'est tirée d'affaire. Il y a eu aussi beaucoup de polémiques à propos de cette fameuse arbitre assistant, la vidéo, qui n'a pas vraiment arrangé les pays africains. Bon, vous savez, quoi qu'on dise, moi, je continuerai par critiquer l'arbitrage, la FIFA. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous prenez les consultants sur Canal et partout, ils ne peuvent pas incriminer la FIFA. Parce que de toutes les façons, c'est des abonnés. Et donc, comme on le dit, personne ne peut verser du sable dans sa nourriture. Mais il faut quand même qu'on se dise une certaine réalité. Cette assistance vidéo, pour moi, c'est la première fois. J'avais apprécié, mais je pense que c'est de la fiction, c'est de n'importe quoi. Parce que je me dis, s'il y a une action et que ceux qui sont au niveau de la surveillance vidéo, ils savent réellement que c'est un penalty, ils doivent pouvoir le signaler. Maintenant, si ça veut dire que si l'équipe ne conteste pas ou n'essaie pas de titiller l'arbitre pour que l'arbitre lui-même aille vérifier, c'est que l'arbitre peut prendre la décision de dire que bon, c'est un penalty. Si on ne critique pas, bon, ou bien au niveau de comment ça s'appelle, de la surveillance vidéo, il faut que certains, la moitié ne soit pas d'accord, ou bien quelqu'un ne soit pas d'accord pour avant qu'on puisse interpeller l'arbitre pour qu'il puisse aller regarder. Mais je me dis que c'est de n'importe quoi, c'est pas sérieux. Et moi, je dis que la faute commise sur Sadio Mané, c'est un penalty. C'est un penalty parce que, quoi qu'on dise, le défenseur a touché la jambe de Sadio Mané avant que son pied n'aille toucher le ballon. Ça, c'est un penalty. Et je suis sûr, Samuel, qu'après la Coupe du Monde, nous aurons les coulisses et les à côté des arbitres ainsi que de l'administration de la FIFA. Ça, c'est qui est sûr. Bon, maintenant, deuxième aspect aussi, vous avez vu le Nigeria et l'Argentine. Mais cette main qu'on a essayé d'expliquer, bon, moi, je me dis que l'arbitrage, je critiquerai, je dis que je ne suis pas du tout satisfait par rapport à l'arbitrage au niveau de la FIFA. C'est aussi un fléau, c'est un secteur qu'il faut que nos dirigeants, vous savez, au niveau de la CAF, les présidents, il faut discuter au niveau de l'arbitrage parce que c'est un sérieux problème. Et bon, c'est vrai que nous avons l'habitude, c'est pourquoi je dis qu'il faudrait que nous ayons le vrai niveau. Le jour où les Européens constateront que nous nous sommes organisés au mieux, ils vont nous respecter aussi dans cette discipline qu'est l'arbitrage. Alors, on évoquera, on dira tout, on trouvera des moyens d'excuser ou d'accuser, mais est-ce que l'année 2018, reçue 2018,
ce n'était vraiment pas pour l'Afrique. Bon, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas pour l'Afrique? De toutes les façons, les pays qualifiés qui se retrouvent pour une compétition, de toutes les façons, ont les niveaux. Bon, maintenant, à chacun son organisation. Comme on le dit, qui veut voyager loin ménage sa monture. Et bon, donc c'est vrai qu'à côté, il y a Dame Chancé par-ci, là. Mais comme on vient de discuter, toi et moi, sur certains aspects qui ont manqué à l'Afrique, il faudrait que l'Afrique réfléchisse à ça. C'est très important. On ne peut pas, par exemple, dans une équipe nationale, avoir plus de 15, 20 binationaux, expatriés, qui jouent au haut niveau à des degrés différents, et que c'est dans 2 semaines que ces gens-là vont se retrouver. Pourquoi les gens le font? Parce qu'on n'a pas, je l'ai dit, on n'a pas d'infrastructure. Il faudrait que nos dirigeants pensent aussi à ça. Parce que c'est important. Aujourd'hui, la Russie, de par tout ce que vous savez sur le plan politique, est en train de refaire son image. Et c'est le football. Et il faut dire que Vladimir Poutine, il a réussi. Il a réussi plus que ce que les gens pensaient. Quand bien même Sepp Blatter a eu son coup par rapport aux Américains, mais c'est que c'est une réussite. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit sur le plan infrastructure, logement et tout, logistique, tout ce qui est en train de se passer en Russie, c'est que c'est une réussite. Et moi, je veux ça aussi pour mon Afrique. Je veux que nos dirigeants aussi réfléchissent à ça parce que ça permet aussi de polir l'image de notre Afrique. Alors ça nous amène au second sujet qui est une question: comment relever le niveau du football africain? C'est vrai, on le dit, beaucoup d'Africains évoluent dans de grands championnats et font la fierté du continent, mais quand ils reviennent en sélection, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce qu'on a d'abord des équipes où on fait juste du rafistolage quand il y a des compétitions? Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est sans langue de bois, on fait du rafistolage. Je prends le cas de mon pays, le Togo. Quel championnat nous faisons pour avoir une équipe nationale digne de ce nom? Nous évoluons avec les binationaux. Et chacun en fait à sa tête. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est compliqué. Lorsque vous avez même des équipes qui évoluent en championnat, qui n'ont même pas les cadets et les minimes, comme je viens de le dire. Comment est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui joue à 25 ans ou à 30 ans avec une licence verte? Ça dit que c'est maintenant qu'il commence par jouer. Il est tombé du ciel. Mais le football, ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous voulez faire quelque chose de bien, c'est qu'il faut commencer aussi bien avec Yaba. Il faudrait que nous comprenions ça. Et c'est idem. C'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus avancés que nous, que ce soit les Maghrébins, eux autres, ils sont dans le football depuis. Mais comme je l'ai dit, à ce niveau-là, et eux ont les infrastructures. À ce niveau, c'est un problème on va dire, de niveau de joueurs et du coaching. Vous prenez 4-5 joueurs qui ont des coachs à la trempe de José Mourinho ou de Pep Guardiola, et puis vous prenez d'autres qui ont un niveau très bas, et puis ça dit que ceux qui suivent là-bas, quand ils viennent, ils ne peuvent pas se retrouver en 2 semaines rapidement avec les autres. Donc je pense que tout passe par les formations. Il faut quand même que nos équipes, nos nations, nos fédérations comprennent qu'il faut promouvoir le football des jeunes. C'est très important. Et lorsque nous faisons le football des jeunes, on a des équipes, comment l'appelle-t-on, des A'. Il faut aussi les suivre. Il ne faut pas faire des équipes A' tout simplement parce qu'on est en train de critiquer ou bien on veut justifier une rubrique. Parce que quand vous faites du semblant, c'est que demain, ces joueurs-là, ils vont devenir des parents d'élèves. Je vous donne un exemple patent. Vous connaissez le joueur Kenvibo? C'est ces joueurs-là qui ont fait la fierté de notre football en équipe locale. C'est-à-dire ils ont joué avec l'attaque orale à la Wele, ils ont été qualifiés au temps de Tata Vlessi pour aller en Chine, pour défendre les couleurs de notre nation, et dignement. Mais il a joué avec qui à l'époque? Il a joué avec le Tony Cruz, qui est champion du monde. Qui est champion du monde. Et qui aujourd'hui est au Real de Madrid, pendant que lui, il vend du carburant frelaté. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, lorsqu'on pose des actes, il faut suivre. Le football, c'est un tout. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut laisser le football aux connaisseurs. Et puis, ce n'est pas la tête de celui-ci ne me plaît pas, qu'on ne veut pas qu'il soit ici. Ou bien qu'on ne veut pas qu'il me parle. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Est-ce que vous voyez? Est-ce que l'un des problèmes, ce n'est pas aussi que, comme dans les grandes nations, on sait aussi que le football permet, c'est comme une vitrine pour le pays. Peut-être l'Afrique n'a pas encore compris ça aussi. Mais c'est ce que j'ai dit, nous nous amusons. Nous nous amusons. Samuel, si tout de suite, on nous donne 1 milliard ou 10 milliards de faire en sorte que nous puissions avoir du football, je te dis que s'il y a des dirigeants sérieux, nous allons en faire un jardin de football. Nous allons en faire. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est que la preuve, c'est que
on nous envoie de l'argent à chaque fois. Ouais. On traque. Vous avez vu autant de Hayatou et autant de Blatter. Ça a jasé. Quand on vous envoie de l'argent aux dirigeants, c'est pour mettre dans les poches. Aujourd'hui, le Togo, je prends toujours le cas de mon pays. Mais nous n'avons pas d'infrastructure. Nous n'avons pas, comment l'appelle-t-on, le siège de la direction technique nationale. Pourquoi? Il y a des projets, des goals qu'on a transformés en championnat pour remettre l'argent comment l'appelle-t-on, aux équipes pour jouer. Ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. Il faut donner une certaine responsabilité. Il faut changer de statut au club. Il faudrait quand même que les clubs soient, comment on dit, dirigés. Pas seulement ceux qui ont de la passion et qui n'ont rien dans leur poche. Parce que le football, avant toute chose, c'est quoi? C'est une entreprise. Donc, vous compétissez et vous savez que vous devez gagner. Comment pensez-vous qu'on peut jouer un championnat? On met de l'argent, 50 millions, et à la fin de la saison, on n'a rien. Ou soit on est relégué, ou on ne vend même pas un joueur à 200 000 francs. Ça, c'est pas du football. Franchement, il faut qu'on quitte dans ça. Et maintenant, les infrastructures. Aujourd'hui, au Togo, vous savez, même on a suspendu le stade municipal. Il faudrait que nous fassions des travaux avant de pouvoir jouer sur ce stade. Mais l'équipe qui est l'AS Togoport, qui doit jouer sur ce stade, n'a même pas de terrain. Je l'ai dit, alors que le Togoport, tout à l'heure, peut acheter même 1 hectare sur la route de Palimé, ou qu'est-ce que moi j'en sais, et en faire un très bon terrain. Et qu'est-ce que ça coûte? C'est rien du tout. C'est une question de volonté. Vous ne pouvez pas vous acheter un pain et vouloir du beurre si vous n'avez pas l'argent du beurre. C'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que les gens se ressaisissent. Ce n'est pas seulement le Togo, c'est partout par rapport à ce que nous sommes en train de voir, que si nous voulons vraiment ressembler aux Européens, c'est qu'eux, ils ont les moyens. Quand ils ont les moyens là, ils les mettent à profit, pour que ça profite à d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? Alors, donc c'est très important. Il y a beaucoup qui disent que peut-être on flagelle un peu trop durement l'Afrique, parce que 54 pays représentés simplement par 5, alors que l'Europe, il y en a combien? Mais vous voyez le nombre qui est présent. Aujourd'hui, on a éliminé l'Allemagne. Il y a certains pays européens qui sont déjà sortis. On n'en parle pas parce qu'il en reste beaucoup d'autres dans la compétition. Oui, mais tout c'est une question de sérieux. Ça se discute à la FIFA. Qui sont nos dirigeants, ceux qui sont dans les fédérations et choses. Quand ils se retrouvent à la CAF, ils parlent de quoi? C'est quoi leur projet? Un président de fédération doit avoir de la vision. Un président de la CAF doit avoir de la vision. Mais Issa Hayatou a lutté pour professionnaliser le football africain à un niveau donné, quoi qu'on dise, quand bien même c'est un monsieur au passé d'une manière ou d'une autre conseil, il l'a fait. Bon, maintenant, au niveau de ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'augmenter le nombre aussi des clubs au niveau de la CAN. Et on veut augmenter. Est-ce que c'est le nombre qui compte ou bien vous avez les moyens? L'Afrique a-t-elle des infrastructures? La CAF a déjà réglé les problèmes des infrastructures dans chaque fédération? Quand on donne les moyens, l'argent qu'on donne, moi je préfère que la FIFA mette des commissions, qu'elle suive dans des pays où le football est en train de se développer, surveiller, n'est pas remettre de l'argent aux individus, aux fédérations, mais de suivre en sorte que nous puissions avoir au moins je parle des stades. Et que l'État, c'est en fonction de ça, que les États aussi seront conscients de pouvoir accompagner les fédérations à travers les ministères. C'est parce qu'on sait que même si on nous donne ça, on a toujours des couloirs pour justifier d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, et ce que la fédération a bénéficié par rapport à la FIFA, est-ce que il y a eu un bilan, vous savez comment ça se passe? Est-ce que, je l'ai dit, Togoport, qui compétit au niveau africain, ils n'ont pas de stade. Beaucoup de clubs de première division n'ont pas de stade. Ils jouent, c'est pourquoi c'est compliqué. Alors finalement, est-ce que c'est la faute aux dirigeants des États africains qui n'ont pas de vision dans le sport, notamment le football, ou bien aux responsables des fédérations du football en Afrique? Non, il n'y a pas que... Bon, moi, je pense que la première des choses, la première faute revient aux responsables des clubs. Ça, c'est un. Secondo, c'est quoi? C'est aussi la fédération, les fédérations qui sont, comment on va dire, la vitrine. C'est les fédérations qui doivent inculquer la notion du professionnalisme. C'est-à-dire que les b.a.-ba du football, c'est-à-dire que tu veux vraiment faire du football, c'est la fédération. Je m'explique. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous prenez Chelsea, vous connaissez le patron de Chelsea, c'est un Russe. Il a de l'argent. Il a acheté Chelsea. Et c'est en Angleterre. Vous prenez le PSG, c'est des Arabes.
Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas... Ça dit qu'à force de politiser, de vouloir dire, mais Samuel... Oui, il est de tel village, il est proche du préfet ou il est proche du ministre. Il faut qu'on le laisse dans tel club et lui trouver quelque chose. Et Samuel qui ne connaît pas comment est-ce qu'il faut faire le football, qui n'a pas une vision en football, qui ne peut pas faire un projet en football, comment est-ce que Samuel peut réussir? Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut changer. Je m'adresse à tout le monde, il faut changer les statuts au club et que dans chaque région ou dans chaque préfecture, qu'on comprenne qu'il n'y a que des hommes d'affaires qui puissent se retrouver, avoir un projet, bâtir une équipe qui doit avoir des infrastructures, un terrain. Et maintenant quoi? Il faut avoir les meilleurs du moment. Quand vous prenez Moïse Katumbi, mais j'ai toujours cité ces exemples-là. Et ils vont chercher même des joueurs, ils paient les joueurs à 15 millions. Il va dans des pays pour acheter des joueurs parce qu'il veut rehausser le niveau du football au niveau de sa nation. Donc je pense que bon, ce n'est pas seulement au Togo que les gens m'en excusent d'une manière générale, mais je suis obligé de faire un crochet très important dans mon pays parce que dans mon pays, ça piétine parce que nous sommes encore dans un football amateur et je pense que ce qui est en train de se passer nous interpelle. Donc c'est pourquoi nous en parlons. Alors en tout cas, vivement que les nations africaines se réveillent. Hervé Pisa, consultant sportif, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause maintenant et après, regard croisé.